Elle est l'auteure du livre d'après-défaite qui fait des remous à l'UMP. Roselyne Bachelot, bonsoir. Bonsoir. À feu et à sang, donc. Bigre que la campagne présidentielle a été dure à vivre de l'intérieur pour vous, d'où ce journal qui était votre refuge en même temps, écrivez-vous. L'UMP cherche ses valeurs à travers un droit d'inventaire. Vous direz dans un instant à Corinne Delpech de l'agence France-Presse, notre partenaire, quelles sont les vôtres et pourquoi vous ne les avez pas retrouvées dans le Sarkozy 2. 2012 ne fut en rien ressemblant à 2007 pour vous. Un autre refuge pour vous, c'est la solidarité féminine, Roselyne Bachelot, et le combat partagé des femmes, ce qui n'empêche pas d'ailleurs pour vous d'avoir une réputation de flingueuse, comme dit votre amie Christine Boutin, dans le portrait que vous a consacré sur une page Le Figaro. Elle s'est flinguée, elle aussi. Et puis, donc, Perrine Tarnaud vous interrogera sur ces différents points tout à l'heure. Et puis, je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent intervenir et poser directement leurs questions à vous-même par le biais de l'application TV Check de notre partenaire Orange. Alors, d'abord, tiens, un nouveau président à l'Assemblée nationale, Roselyne Bachelot. Vous avez décidé de ne plus vous présenter aux élections, de ne plus être député. C'est donc Claude Barthelone. Eh bien oui, ça fait, comme le dit Madame Guigou, ça fait le 6e homme pour les plus grands postes de l'État. Président, Premier ministre, président des chambres, président des groupes parlementaires. C'est trop ? Inutile de vous dire que je n'ai pas été appelé, même si j'avais été député, à voter pour Claude Barthelone. Mais toutefois, si j'avais eu à voter et à choisir à l'intérieur du groupe socialiste, j'aurais évidemment, par solidarité féminine, voté pour Elisabeth Guigou, pour laquelle j'ai une très grande considération, estime. Je me souviens de son beau combat pour la loi paritaire et nous nous sommes retrouvés sur beaucoup de sujets. Vous êtes rendus hommage mutuellement d'ailleurs. Voilà. Ceci étant, je partage avec Claude Barthelone, à qui j'ai envoyé un petit message de sympathie, l'amour du football. Ah bon, enfin, pas de n'importe quel football, oui, du on va en football parler. joué d'une certaine façon, du beau jeu. Pas celui des petits caïds. Voilà. Des bleus, quoi, en d'autres termes. Voilà, vous aviez qualifié comme ça. Mais sur le trop-plein d'hommes au sommet de l'État, vous n'avez rien à dire ? C'est vrai, et je dois dire que je ne vais pas critiquer les uns et les autres parce que, évidemment, dans ma famille politique, on est plutôt invité à balayer devant notre porte, oui. Puisque les élections internes, avec des hommes qui sont de qualité d'ailleurs, qui sont tous des amis et sur lesquels, un par un, je n'ai rien à dire, au contraire, parce que je les aime tendrement, mais l'ensemble fait quand même quelque chose de très masculin. On avance en quantité, on avance sans doute moins dans le domaine qualitatif. Oui, alors on va encore parler d'une femme, tiens, qui n'est pas de votre bord, c'est Cécile Duflot, qui a donc accédé à la fonction de ministre et puis qui depuis, bien sûr, est obligée de composer dans le langage, vous savez ça, vous connaissez, on en parlera tout à l'heure. Vous avez vécu certaines servitudes au gouvernement, c'est même le thème de votre ouvrage, de Roselyne Bachelot. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la ministre Cécile Duflot, qui admet finalement que sa collègue Madame Bric ait été chassée du ministère de l'écologie dans l'affaire des forages au large de la Guyane? Alors, Cécile Duflot découvre les servitudes de la fonction ministérielle, qui explique d'ailleurs, j'allais dire en creux, certaines démarches de mon livre. Oui. Vous vous souvenez de la fameuse phrase de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça part ou ça ferme sa gueule. Excusez la trivialité de l'expression. Et puis j'ai une pensée pour Nicole Bric, que je connais bien depuis plusieurs années. Et franchement, de voir son visage ravagé quittant le Conseil des ministres, véritablement la première victime de François Hollande, président de la République, et de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, la première victime de leur dureté, peut-être des obligations extérieures. Ça a été une femme, et une femme de qualité. Alors, comment vous qualifiez je lui envoie mes cordiales pensées. Oui. Vous n'avez pas apprécié en fait qu'elle perde son ministère de l'écologie. Comment est-ce que vous qualifiez ce changement de poste? J'ai pas du tout apprécié parce que, à l'évidence, passer de l'écologie, qui est un des premiers ministères de la République, au ministère du Commerce extérieur, certes important, mais dont on connaît les limites de l'action, le faire de cette façon aussi brutale et sur des attendus qui sont des attendus extrêmement contestables, c'est évidemment très dur pour elle, je l'imagine. Alors, vous avez des mots très doux pour certaines femmes politiques, pas toutes, on en parlera tout à l'heure. Vous les appelez mes petites chéries dans votre livre, celles qui étaient sous votre tutelle, notamment Mesdames Greff et Montchamp. Mais Marianne Montchamp dénonce de son côté aujourd'hui, dans les colonnes du Figaro, votre dynamitage de votre famille politique. Vous l'avez lu. Alors qu'est-ce que vous répondez à votre petite chérie? Je réponds qu'elle n'a sans doute pas lu mon livre.
parce qu'elle verrait que le livre est un hommage appuyé à l'action du président de la République, Nicolas Sarkozy, et que je rends hommage à son bilan de façon continue dans le livre. Je connais Marianne, je connais sa démarche qui est une démarche humaniste, je sais que nous partageons les mêmes valeurs. Ouais. Son combat pour les personnes handicapées a montré à quel point elle était sur ces démarches sociales. Elle avait d'ailleurs, au début du mandat, violemment critiqué Nicolas Sarkozy quand elle défendait Dominique de Villepin. Les remarques que je fais sur Nicolas Sarkozy apparaissent comme à l'eau de rose à côté des critiques qu'elle-même a faites. Oui. Donc elle devrait peut-être balayer devant sa porte Oui, dans ce domaine. alors, Je lui envoie mes amicales pensées. Ah, très bien, très bien. Elle dit que votre livre, c'est un air d'opérette. On connaît votre goût pour l'art lyrique. Une petite musique de soutien, en fait, à François Fillon. Est-ce cela qui est à l'œuvre dans votre livre? Non. C'est pas la ligne directrice du livre. Le livre, il a voulu être dans une période agitée, un témoignage pour l'histoire. Je revendique sa subjectivité, je revendique son instantanéité. On va en parler, mais je vous interroge quand même sur François Je Fillon. revendique aussi le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Vous revendiquez votre amitié, votre proximité. Et je revendique mon intense, amitié, ma proximité avec François Est-ce Fillon. qu'il est le meilleur pour faire gagner l'UMP en 2017? Alors, moi, je différencie les deux échéances. Pour moi, les deux échéances ne sont pas liées. Je pense que notre famille doit se reconstruire, Oui. reconstruire sa base idéologique, ses méthodes de fonctionnement, les hommes et les femmes qui vont être aux commandes. François Fillon me paraît le mieux outillé, le plus apte à faire cette reconstruction. Oui. Je n'ai aucune antipathie, antinomie envers Jean-François Copé, qui a été un très bon secrétaire général. Je pense que nous passons à une autre période. Ce sont des élections internes, nous allons nous y employer. D'accord. Ensuite, Alors, 2017. Ensuite, on peut 2017, en parler on peut en tout de suite. parler. Alors, on peut en vous ne parler. pouvez pas être en retrait, par exemple, sur Valérie Pécresse qui dit « Oui, ce sera lui le meilleur pour nous faire gagner ». Vous, qui êtes encore plus proche de lui. Alors, moi, ce que je dis, j'ai tendance à penser cela, bien sûr. Je ne vais Bon, pas alors, vous le me dites. cacher derrière mon petit doigt. Mais je pense qu'il faudra que ce soit validé par une démarche très différente. Le président de l'UMP n'a pas vocation à être le candidat de droit divin à l'élection présidentielle. Il faudra qu'il conquiert non seulement notre base militante, mais une base beaucoup plus large. C'est Oui. la raison pour laquelle je milite pour des primaires ouvertes. D'accord. Et même dans ce schéma-là, François Fillon est l'homme du rassemblement, au-delà de son camp. Les qualités qui font qu'il sera un excellent président de l'UMP feront très probablement qu'il fera un excellent candidat à la présidentielle de 2017. Mais vous voyez, on vient d'élire le président de la République. On prend de l'avance, on prend de l'avance. On vient de procéder à cette élection. Je n'ai pas voté pour M. Hollande. On vient de procéder à cette élection. Je trouve qu'il est encore un peu tôt. Bien sûr, Franchissons les obstacles les uns après les autres. D'accord. François Fillon, alors évidemment, il a toutes les qualités. Quand on vous lit, vous avez une grande proximité avec lui. Vous aviez il des n'a moments... pas toutes les qualités, il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de qualités. Vous vous êtes retrouvés souvent à débattre. On est ensemble, de la même famille politique, de la même région. la même origine du gaullisme social. Nous sommes des gaullistes. Nous sommes effectivement en proximité territoriale. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et nous sommes des amis de 30 ans. Voilà. Alors, il n'y a pas que vous qui écrivez des livres sur le quinquennat. Il y a votre ancien collègue Marc-Philippe Daubresse qui a écrit un quinquennat si tranquille. Alors lui, il dit pas la même chose que vous. Il n'a pas le même jugement sur François Fillon. Il dit, il nous ramène à l'époque de la reine Margot. Il parle du poison. Il sait manier le poison. Il a un grand pouvoir de nuisance quand il se sait menacer, François Fillon. Il suffit de voir comment il a réussi à faire barrage à Jean-Louis Borloo qui guignait Matignon. Écoutez, je laisse le témoignage de Marc-Philippe Daubresse. Moi, j'ai beaucoup apprécié Marc-Philippe quand il s'est occupé d'un travail excellent sur le revenu de solidarité active, dont j'ai d'ailleurs largement repris des attendus. Il a, dans son action ministérielle, été un homme de qualité. Maintenant, il a peut-être telle ou telle anecdote ou aventure. Il a d'autres préférences. Vous savez, moi, je vis mon expérience, d'autres regardent cela d'un autre point de vue. Alors j'ai encore une réaction, c'est Valérie Rousseau de Bohort
qui sur publicsénat.fr ne trouve pas très bien ce livre que vous avez signé vous. Elle dit c'est pas très bien de faire de l'argent sur le dos de Nicolas Sarkozy. Voilà ses propos. Qu'est-ce que vous lui répondez? Là aussi, Valérie, il faut pas se lancer dans des attaques qui sont des attaques basses et qui sont des attaques sur la personne. Que on dise que mon livre, on n'est pas d'accord avec ce qui est dedans. Très bien, c'est le débat. Qu'on en conteste, D'ailleurs, ce que je remarque, c'est que personne ne conteste les faits. Il y a même ça, alors là, je dois dire, je n'ai trouvé personne pour contester le fond du livre. Il y a même un certain nombre de gens qui s'expriment et qui disent que j'en ai pas dit assez, et que s'ils avaient eux-mêmes écrit le livre, ils auraient peut-être été plus sévères. Il y en a certains disent, il était trop tôt. Oui. Voilà, c'est un débat. Moi, je n'ai pas cet avis-là. Je souhaiterais que sur un livre qui est un livre sincère, on ait un commentaire qui ne soit pas une attaque personnelle. D'accord. Alors, ce ne sont pas des attaques personnelles, mais il y a un trio qui revient tout au long des pages. C'est la bête à trois têtes, tel que vous le qualifiez. Oui, c'est-à-dire Patrick Buisson, Emmanuel Mignon et Claude Guéant. Est-ce que vous diriez, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous aimez beaucoup, vous défendez dans ce livre, que Patrick Buisson... Elle n'a pas besoin d'être défendue, Nathalie. Il a été beaucoup attaqué. Dis les qualités. Voilà. Est-ce que vous diriez que Patrick Buisson voulait faire gagner Charles Maurras lors de la campagne de Nicolas Sarkozy, donc la figure de l'extrême droite, catholique, et puis le soutien du régime de Vichy. Si Charles Maurras parle beaucoup à nos concitoyens, à nos compatriotes à l'heure actuelle. Nathalie a fait une référence historique et littéraire d'une très grande force et d'une très grande violence. Oui, on peut considérer que M. Buisson fait partie d'une droite très, très marquée sur le plan idéologique. D'ailleurs, il s'en réclame de façon claire. Est-ce qu'il a voulu faire gagner Charles Maurras? Je crois qu'avec beaucoup de sincérité, il a voulu faire gagner Nicolas Sarkozy et il n'y est pas arrivé. Très bien. Alors, vous n'étiez pas ce mardi à la première rencontre de l'UMP sur ses valeurs, justement. On va en parler dans un instant avec Corinne Delpech. Pourquoi ? J'avais d'autres engagements, mais je participerai à ce débat, bien sûr. Est-ce que vous faites confiance à Jean-François Copé pour rédiger la nouvelle charte des valeurs de l'UMP? Écoutez, moi, a priori, je fais confiance aux gens. C'est aux fruits qu'on juge un arbre. Je veux que toutes les options soient entendues dans l'UMP et je souhaite qu'on ne jette la fatwa sur aucune démarche. Jusque-là, ça s'est bien passé, puisque quand j'avais dit avant les élections que je n'approuvais pas la théorie du nini, je l'ai dit calmement devant le bureau politique de l'UMP. Je défends à nouveau le Front républicain. Je dois dire, je n'ai été l'objet d'aucun ostracisme de la part de Jean-François Copé. Je fais confiance. Pour l'instant. Pour l'instant, on verra. Attendez, moi je déteste les procès d'intention. Alors on va voir quelles sont donc ces interrogations de l'UMP sur ces valeurs avec Fabrice Cunet et on en parle plus avant avec notre amie Corinne dans un instant. Fabrice. Sans la droitisation, à votre avis, Nicolas Sarkozy aurait pu gagner? Faut-il, comme certains le réclament, procéder à un inventaire? Une sorte de droit d'inventaire. Il peut y avoir un inventaire ou un examen de conscience. Le droit d'inventaire, c'est l'expression à la mode à l'UMP. Lancée par plusieurs anciens ministres, la demande dérange, divise au sein du parti. Chacun réagit en fonction de son tempérament et de sa personnalité. Mais je pense que si on est mal à l'aise au gouvernement au moment où des décisions sont prises, on n'est pas obligé d'y rester. Car ouvrir ce droit d'inventaire, c'est d'abord instruire leur propre procès, d'où un certain malaise. Chantal Joanneau est l'une des rares à s'être démarquée pendant la campagne. Aujourd'hui, elle appelle elle aussi à une autocritique. Oui, pour vraiment une analyse approfondie. Oui, pour une réflexion complète sur nos valeurs, pour éviter de nouveaux dérapages ou le sentiment qu'il puisse y avoir la moindre porosité entre nous et l'extrême droite. Après, prudence sur le terme de droit d'inventaire. Le risque pour l'UMP, voir deux courants s'affronter. La droite populaire face à la droite plus humaniste. La question anime ses parlementaires, même si le président du groupe au Sénat veut couper court au débat. Nous devons concentrer nos efforts sur les attaques contre le gouvernement actuel, les abus et les changements de position avec Madame Taubira et les annonces qui sont faites. Voilà, pas de devoir d'inventaire, surtout pas pour les ministres qui ont profité de cette situation longtemps. Au droit d'inventaire, Jean-François Copé préfère un groupe de travail lancé ce matin sur les valeurs et la ligne politique du parti.
Ce que j'ai proposé, c'est certes mes convictions, mais pas seulement. C'est, je crois, des éléments qui sont de nature à rassembler notre famille. Et puis, bien sûr, tout ça va être étayé, développé, amendé. Voilà, ce sera le travail que nous allons faire maintenant. Après 2 claques électorales, Jean-François Copé veut à tout prix éviter le clash et s'afficher comme rassembleur à 5 mois du congrès du parti. Et ce matin, chacun était appelé, je cite, à apporter leur part de vérité. Mais à l'UMP, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà, Corinne Delpech est avec nous. Bonsoir Corinne. Vos questions donc à Madame Bachelot. Dans votre livre, vous montrez de façon très claire un certain épuisement de votre parti, de son projet, de ses hommes. Et dans le fond, une bonne cure d'opposition, c'est pas quelque chose qui permettra de renaître? Peut-être. Ce que je note, c'est que l'UMP a toujours été dans le gouvernement. Elle est fondée en 2001, l'UMP. Et peut-être que la participation au gouvernement, la participation au pouvoir, nous a servi de base, de contrebase idéologique. Et c'est normal parce que quand on est au pouvoir, eh bien on défend des projets sectoriels, on se bat pour les crédits, pour la famille, pour la santé, enfin pour les sujets qui m'ont tenu particulièrement à cœur et que j'ai eu en responsabilité. Et puis nous avons essuyé une série de revers électoraux qui ont commencé d'ailleurs en 2005 avec la perte du référendum. Vous savez, moi je fais un paquet global, je commence pas en 2007, je commence en 2002. Perte du référendum, perte des élections municipales, des élections cantonales, des élections régionales, des élections présidentielles, des élections législatives. Tout ça fait un paquet qui nous oblige à nous interroger. Et contrairement à ce que disent les uns et les autres, moi, je n'attaque pas le bilan de Nicolas Sarkozy dans mon livre. Hein, je le redis, je le défends. Je le défends avec force. C'est un grand président de la République que Nicolas Sarkozy. Certains font mine de dire que j'attaque le bilan du président, mais certainement pas. Et c'est parfaitement clair dans le livre. En tous les cas, le bilan de sa campagne, puisqu'il a perdu. Alors, je parle d'une autre chose. Je parle d'un choix stratégique dans la campagne. Alors, vous posez une question, est-ce qu'une cure d'opposition est utile? Ça peut avoir du bon, effectivement. Il faut savoir que la dernière élection, enfin, un président socialiste, c'est 1995. Cette élection, c'est vrai, elle était grosse, si je puis dire, d'une volonté d'alternance. 2002, il faut dire, Jacques Chirac est au 2e tour face à Jean-Marie Le Pen, 82% des voix. 2007, M. Hollande avait décidé de l'échec de Mme Royal. Il a été le principal allié de M. Sarkozy, M. Hollande. Ah bon? On ne nous fera pas, le Parti Socialiste ne nous a pas fait 2 fois ce même cadeau, bien entendu. Le Parti Socialiste avait décidé de la défaite de Mme Royal. Ah bon, là vous êtes très affirmative, effectivement, là au micro et dans votre livre aussi. J'en ai pour témoignage un certain nombre de militants du Parti Socialiste au plus haut niveau. Alors, vous nous dites que ce parti a été fait pour le gouvernement, a toujours gouverné. Qu'est-ce qui vous y retient dans le fond, dans l'échec? Est-ce que vous n'êtes pas du tout tenté parce qu'entreprendre de reconstruire Jean-Louis Borloo, même si dans votre livre vous le traitez de pseudo-allié, vous le portez peut-être pas dans votre cœur? J'aime bien Jean-Louis Borloo, je dis qu'il nous a porté un coup de poignard très toxique à un certain niveau, à un certain moment, quand il a poussé ses pions pour devenir Premier ministre. Et en voulant incarner un virage social que vous dénoncez. En réclamant un virage social. Et à ce moment-là, effectivement, il avait l'air de dire en creux que nous ne menions pas une politique sociale. Or, la caractéristique de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir, avec beaucoup de volontarisme, préservé le modèle social dans ce pays. Certains reprochent même nos dépenses sociales, puisque les dépenses sociales n'ont cessé d'augmenter pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et moi, j'ai été tout à fait à la manœuvre pour défendre ce modèle. Alors maintenant, je crois qu'il a décidé d'être à la tête d'un groupe politique du centre. Absolument pas. Non, ma famille n'est pas la famille centriste. Hein. Je suis une gaulliste sociale, mais il est certain que sur un certain nombre de valeurs centristes que j'ai redéfinies à de nombreuses reprises, j'ai vu d'ailleurs que le corpus idéologique que j'avais défini était repris par Jean-Louis Borloo dans ses déclarations, c'est-à-dire oui, les valeurs de la démocratie chrétienne, oui, les valeurs de l'atlantisme, oui, les valeurs du fédéralisme européen, qui vous rejoint et pas le contraire. Et oui, les valeurs de la décentralisation. Je ne l'avais pas entendu jusque-là définir ce corpus idéologique de façon aussi claire. Et c'est des
choses sur lesquelles on peut discuter. Vous savez, moi je suis d'un département où la famille centriste est très présente. J'ai l'habitude de travailler avec eux et toujours de façon très constructive. Est-ce que l'UMP n'est pas dans une tentative de syncrétisme qui, à l'heure des crises, ne sera plus de mise? Elle ne se montrera jamais assez sociale pour la gauche, jamais assez sécuritaire pour l'extrême droite. Elle est dans une sorte d'entre-deux. Où est sa place? L'UMP, pour moi, ensuite le débat se fera puisqu'il n'a jamais eu lieu. C'est une famille de centre droit. C'est une famille, c'est un grand parti conservateur éclairé, qui se définit sur des valeurs qui sont des valeurs européennes, de renforcement de la politique européenne, qui se définit comme pensant que seule l'économie de marché peut créer de la richesse, mais que cette économie de marché doit être régulée par de puissantes politiques sociales. Et c'est un mouvement politique qui veut faire le syncrétisme entre un jacobinisme qui assure l'égalité des citoyens, mais une puissante déconcentration de l'État. Mission impossible? Non. Non, nous l'avons réussi, nous les gaullistes, à de nombreuses reprises. Mais vous dites dans le livre quand même qu'il y a des personnalités de l'UMP qui reprennent le discours du Front National. Qu'est-ce que vous en faites de ces gens-là? Ils n'ont pas leur place. Alors, tout dépend ce que vous entendez par reprendre le discours du Front National. Alors, je dis clairement que toute alliance ou dialogue explicite ou implicite avec le Front National n'est pas recevable pour moi. J'ai d'ailleurs dit il y a fort longtemps, et je l'ai redit à chaque fois qu'on a touché au principe, et heureusement ma famille ne l'a jamais fait. Ni François Copé, ni François Fillon, ni Nicolas Sarkozy n'ont plaidé pour une alliance ou un dialogue avec le Front National. J'ai dit que je quitterais immédiatement ma famille politique si cela devait arriver. Donc les choses sont claires. Et d'ailleurs, cette vision est partagée par, je pense, la totalité des chefs politiques de l'UMP. Pas forcément de tous les électeurs. C'est pour ça que je suis bien dans ma famille politique. Oui, mais voyez-vous, on n'a peut-être pas assez parlé du fond et de dire pourquoi nos valeurs étaient opposées à celles du Front National. Et je remarque que quand on en parle, et enfin on en parle, eh bien les électeurs qui pouvaient être tentés par cette alliance, tout d'un coup réalisaient, et on voit de façon continue les électeurs changer d'avis, les électeurs qui sont nos électeurs de l'opposition maintenant, j'allais dire de la majorité, mais de l'opposition. Sur les valeurs à nouveau, donc Jean-François Copé a commencé ce chantier et il le place sous le signe de 3 mots, générosité, courage, fermeté. Est-ce que c'est votre devise pour l'UMP aussi? Écoutez, comment ne pas être d'accord avec des termes aussi généraux et généreux? Ça serait les vôtres. Générosité, courage, fermeté sont des valeurs qui, je crois, vous demandez à n'importe quel homme, femme politique de droite ou de gauche, s'il se reconnaît dans ces 3 mots, je crois qu'il dira oui. Alors maintenant, il faudra voir le contenu qu'on donnera à tout cela. Et là, on va avancer, mais le travail commence. Moi, je redis que je ne fais pas de procès d'intention aux uns et aux autres. Alors, un thème sur lequel ce contenu peut s'exercer, c'est l'immigration. Que doit dire l'UMP sur ce dossier? Le président Sarkozy, le candidat Sarkozy voulait diminuer par 2 l'immigration. Quel doit être le discours de votre parti? Je crois qu'il faut redire de façon forte que l'immigration est une chance pour notre pays, mais que cette immigration doit être régulée. L'immigration, c'est quelque chose qui se fait en fonction des capacités d'accueil de notre pays, de ses capacités d'accueil et de ses besoins. Bon. Et que il n'y a pas, quand tout d'un coup on régule l'arrivée du flux migratoire, il n'y a pas une politique d'exclusion. Il ne faut pas de politique de stigmatisation. Il faut pouvoir accueillir les uns et les autres. Il faut faire très attention au discours que l'on tient, parce que moi, qui m'a beaucoup frappé dans les résultats de l'élection présidentielle et des élections législatives à suivre, c'est que véritablement il y a eu des banlieues, des secteurs où les populations d'origine française, d'origine immigrée, étaient très forts, et on voit des scores pour M. Hollande à 85 ou 90%. Il n'y a aucune raison que ces populations
ces personnes d'origine immigrée ne se retrouvent pas dans les valeurs de l'UMP. C'est donc qu'on leur a envoyé un message négatif. Et ça, il faut y réfléchir. Ce sont des Français, ils sont des citoyens français. Sur le social maintenant, la frugalité arrive, elle est sans doute inévitable. Comment réinventer des solidarités à l'heure où les cordons de la bourse vont se resserrer? C'est sans doute le sujet le plus important. Et nous devons avancer dans 3 directions. La première direction, c'est de réfléchir au financement de la protection sociale. La protection sociale est majoritairement assise sur le travail. Ça ruine la compétitivité de notre pays. Et je ne peux que regretter que M. Hollande ait reculé sur le sujet de la restructuration du financement de la protection sociale. Le deuxième élément, c'est l'efficience. Il y a des marges d'efficience dans la protection sociale tout à fait considérables. On parle de la dépendance. Savez-vous que la mauvaise organisation de notre système, c'est 2 milliards d'euros par an d'hospitalisation inutile? Deuxième élément, l'efficience. Troisième élément, la protection de notre modèle social, c'est-à-dire de réfléchir à sa protection aux frontières de l'Europe et à son harmonisation à l'intérieur de l'Europe. Dans ce domaine, dans ces 2 domaines, l'efficience, je ne peux que regretter la position de M. Hollande qui veut du toujours plus, et dans la protection à l'intérieur de l'Europe, le refroidissement de l'axe franco-allemand, car rien ne peut se faire dans ce domaine de l'harmonisation, dans un processus de glaciation voulu par M. Hollande. Dernière question, Corinne, peut-être. Alors, parce qu'on entend un programme, là, on se demande ce que veut faire Roselyne Bachelot demain. Ne plus être députée, mais toujours être très active en politique. Toujours être très active en politique, oui, bien sûr. Je suis une citoyenne. J'ai le sentiment qu'on ne participe pas seulement au débat politique en étant député, sénateur, même si je suis ici dans le lieu du Parlement. Oui. Une question adventiste sur une figure dont vous parlez dans votre livre, qui est Valérie Trierweiler, qui est angevine comme vous. Absolument. Et pour lequel vous montrez une certaine sympathie, en tout cas pas d'antipathie. Comment jugez-vous ces premiers pas de Première Dame? Écoutez, je suis très gêné, je ne parle pas de façon intime de la campagne du président de la République. J'ai eu des demandes, parce que j'étais angevine, j'ai eu 25 demandes d'interview pour en parler, je m'y suis toujours refusé. Je pense qu'effectivement, elle a commis un impair qui a beaucoup nui et qui nuit beaucoup à son compagnon. Je pense qu'elle ne le souhaitait pas. Voilà, tout le monde peut faire une erreur. Et elle peut rester journaliste, à vos yeux? Moi, je pense que, alors, moi, je pense que oui. Alors, je suis profondément révolté par le fait que les femmes d'hommes politiques devraient renoncer à leur métier, peut-être l'exercer d'une autre façon. Une journaliste qui a un chef de cabinet à l'Élysée, c'est quand même pas bien fréquent. Non. Oui, mais enfin, elle est l'épouse du président de la République. Enfin, la compagne maintenant, tout ça n'a plus les différences n'ont plus beaucoup de sens. Toutes les épouses du président de la République ont eu un cabinet. On sait très bien qu'elles sont. Aucune n'était journaliste indépendante. Aucune n'était journaliste, certes, mais nous avançons aussi dans la société. Michel Grossi, il y avait des femmes de président de la République. Il y a une ambiguïté pour le moins. Il y avait des femmes de président de la République. Il y avait des femmes de préfet. Il y avait des femmes d'ambassadeurs. Qui n'avaient pas d'activité professionnelle. Les temps changent, il va falloir vous y habituer. On est prêt, je suis prêt personnellement. Je vous le dis. J'y compte. Voilà. Merci Corinne. En tous les cas, je le disais tout à l'heure, Roselyne Bachelot, les droits des femmes, donc, et même de la première compagne, et la solidarité féminine dans l'action politique occupent une grande place dans votre livre. Mais Tam Tranui, quand même, a constaté donc votre réputation de flingueuse s'était faite aussi au détriment de quelques-unes. J'aime bien Martine Aubry. Elle a vraiment choisi une mission impossible. Je lui souhaite de tout cœur qu'elle se casse la gueule, quoi. Ah, elle a de l'humour et elle est directe, Roselyne Bachelot. Directe en interview, mais aussi dans son livre qui fait le régal des amateurs de règlement de compte. Dans À feu et à sang, l'ancienne ministre révèle ouvertement son animosité pour certaines anciennes collègues, comme Rachida Dati, qualifiée d'erreur de casting. L'ex-garde des Sceaux n'a pas apprécié. Madame Bachelot avait brouillé d'ailleurs les médecins. Je vous demande de poser la question aux médecins. Nicolas Sarkozy avait souhaité la sortir du gouvernement à ce moment-là. Elle a supplié François Fillon pour y rester. Je trouve que c'est pas très joli ce livre contre le président qui l'a nommé du fait du prince. Mais dans son inventaire, Roselyne Bachelot décerne aussi quelques bons points. Parmi ses chouchoutes, ses anciennes secrétaires d'État, Marianne Monchamp et Claude Greff, mais aussi Christine Lagarde ou encore Valérie Létard, qui le lui rend bien. Roselyne est quelqu'un qui est profondément
intéressée, passionnée, attachée par ces sujets, elle va au fond des choses, et lorsqu'elle se trouve à ses côtés avec eh bien, d'autres collègues qui sont dans la même réalité, dans la même logique, ça se passe forcément bien. Il faut dire que Valérie Létard a su se montrer disciplinée au gouvernement, contrairement à Ramayad, dont la mésentente avec Roselyne Bachelot était de notoriété publique. Mais le poste de secrétaire d'État n'est pas forcément facile. Avec le ministre qui est votre ministre de référence, eh bien les choses ne sont pas toujours évidentes, ou lorsque vous ne partagez pas toujours la même vision, ou la même personnalité, la même façon de voir l'action politique, c'est pas tous les jours simple. Et oui, les ministres d'un même gouvernement ne s'entendent pas toujours, et la solidarité féminine peut virer à la guerre ouverte quand on confronte quelques caractères bien trempés. Voilà, Roselyne Bachelot, Perrine Tarnaud nous a rejoint pour vous interroger. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, je vois que vous en mourrez d'envie. D'abord, je n'attaque pas. Je dis simplement qu'il est très difficile pour des personnes qui n'ont aucune expérience de la vie parlementaire et de la vie politique d'être ministre d'un seul coup. Et je crois que Nicolas Sarkozy a reconnu qu'il avait fait une erreur dans la nomination de Rachida Dati et de Ramayad et qu'il les avait en quelque sorte gâché. Parce que quand on ne connaît pas les codes de la vie parlementaire, en particulier, on se livre à certaines errances dans sa démarche. Et si elles ont été des ministres détestés dans le groupe parlementaire UMP, ça leur a nui. Parce que voilà, ça a été ressenti. C'était des victimes d'une erreur de casting. Voilà, mais ce sont je dis dans mon livre, ce sont des femmes de qualité. Bien sûr, bien sûr qu'on est nommé par le fait du prince. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy est un prince. Rachida Dati a été aussi nommée du fait du prince. Voilà. Et j'étais une vraie personnalité politique. J'ai existé depuis 30 ans dans la vie politique. J'étais ministre avant d'être le ministre. J'ai été ministre avant d'être la ministre de Nicolas Sarkozy. C'est des nominations qui sont un peu imposées aujourd'hui en raison de la parité. On voit dans la composition du gouvernement actuel qui se veut strictement paritaire. Est-ce qu'il y a le même risque pour des jeunes femmes qui sont rentrées dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault? Moi, je connais à peu près toutes les femmes du gouvernement Ayrault. Il y a des femmes qui ont certes pas d'expérience ministérielle, mais qui ont une expérience politique et parlementaire tout à fait conséquente, soit comme chef de parti, comme Madame Duflot, soit comme parlementaire. Nous verrons bien. Nous verrons bien. En tout cas, voilà. Je ne porterai pas de jugement a priori sur tel ou tel. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces nouvelles femmes fraîchement ministres? Est-ce que vous avez une recommandation en particulier? Oui, que les batailles ne sont pas gagnées, que les batailles de l'égalité et de la parité ne sont pas gagnées. Derrière les affichages, des manœuvres de minoration de leur action, des manœuvres de dévalorisation, qui ne viendront pas d'ailleurs uniquement de leurs collègues du gouvernement, mais largement de l'administration, des groupes parlementaires, des corps intermédiaires. La parole des femmes est systématiquement dévalorisée. Il faudra qu'elles tiennent bon, et surtout qu'entre femmes, elles essaient d'avoir le maximum de solidarité. J'ai aussi reproché à certaines de mes collègues, pas Rachida Dati, parce que j'ai eu des sujets avec lesquels nous nous sommes bien entendus, mais avec Ramayad, moi c'est pas des histoires de femmes, comme on dit, de façon un peu, comment dirais-je, condescendante. C'est que finalement sur des sujets, elle s'est opposée à moi alors que les arbitrages étaient rendus. Donc des raisons d'insubordination. Des raisons d'insubordination, bien sûr. Roselyne Bachelot, est-ce que vous avez eu un petit pincement au cœur aujourd'hui en cette rentrée parlementaire? Vous avez été pendant 25 ans députée. Je suis très surprise parce que, évidemment, quand on dit non, on a tendance à dire ah oui, tout ça, chin up, on essaie de faire la fière. C'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas eu de pincement au cœur. D'abord parce que cette maison, c'est une maison citoyenne. Elle est finalement la propriété des députés, mais aussi de tous ceux qui les ont élus. C'est le temple de la démocratie. On meurt sur les barricades pour avoir des députés, on ne meurt pas sur les barricades pour avoir des maires ou des conseillers généraux. C'est ça la démocratie.
J'emporte comme un trésor l'émotion qui m'a saisie quand j'ai pénétré pour la première fois comme parlementaire dans l'hémicycle. Je me suis dit, moi, petite fille du Maine-et-Loire, j'ai cette chance extraordinaire. Mon meilleur souvenir, c'est à l'évidence le discours du Pacs, parce que là, c'était un moment d'émotion violent. Et certains députés de l'opposition et de la majorité m'ont dit à ce moment-là, on ne savait pas pourquoi on était là, et grâce à vous, on l'a compris. En tout cas, c'est un discours qui est fondateur dans votre carrière politique. Tout à fait. J'ai eu le grand bonheur, je le raconte souvent, mais sur un quai de métro, de voir un homme s'approcher de moi et réciter par cœur, plusieurs années après, le discours que j'avais prononcé. Je ne sais pas s'il y a dans l'hémicycle du Sénat ou de l'Assemblée nationale un seul parlementaire qui peut dire qu'un jour un citoyen lui a dit par cœur un discours qu'il a prononcé. J'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir entendu cela. Mais ce n'est plus vous qui mènerez le combat pour le mariage homosexuel. Non, mais je le mènerai à ma place de citoyenne, bien sûr. En tous les cas, dans votre bureau de l'Assemblée nationale, vous avez suivi les conseils de votre père. De ne pas personnaliser le lieu. Pas un objet personnel, voilà. Pas une photo. C'était le cas également dans tous vos postes ministériels? Oui, bien sûr. Il faut pouvoir partir, il faut être un voyageur sans bagage personnel. Mon père appelait ça la cesse de l'adieu. Il faut quitter les choses, oui, avant qu'elles ne vous quittent. C'est ce que j'ai voulu faire tout au long de ma vie politique, mais je la continue par d'autres moyens. 27% de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale contre 5-7% quand vous y êtes rentré. Oui. Ah oui, on était une espèce rare. Maintenant, je sens, même si on n'est pas à la parité, bien entendu, et beaucoup de la faute de ma famille politique, on a atteint la masse critique, constituée à peu près entre 25 et 30%, c'est-à-dire où vraiment le socle est là. Moi, je suis tout à fait d'accord pour durcir les sanctions. Certains ont proposé Rachida Dati, mais aussi l'actuel ministre, en charge des droits des femmes, a proposé qu'il n'y ait plus aucun financement public pour les partis qui ne respecteraient pas la parité. Je trouve que c'est une excellente démarche et j'y souscris totalement, même si vous connaissez ma théorie. Moi, je suis pour la division par 2 des circonscriptions et pour l'élection d'un ticket homme-femme qui assurerait la parité parfaite. Mais quand vous dites dans votre livre que Nicolas Sarkozy vous a négligé comme ministre, pas comme ministre femme. Ah non. Vous été... je dois dire, non, il ne m'a pas négligé comme ministre dans mon action ministérielle, où j'ai toujours eu un accès direct à Nicolas Sarkozy, où j'ai très bien travaillé avec lui. Non, c'est dans la campagne électorale, où il a écouté d'autres conseillers, et je n'ai pas été l'objet d'une exclusion spécifique. Vous lui avez je lui ai adressé mon livre. Il vous a répondu? Non, pas encore, mais il l'a reçu il y a 2 ou 3 jours. Le livre lui est dédicacé. Oui. Vous dites que vous avez dû faire profil bas durant la campagne, mais là vous faites mentir votre réputation, Roselyne Bachelot. C'est-à-dire que quand un champion est dans la course ou sur le terrain, c'est plus le moment de lui dire tiens, fais ci ou fais ça. D'accord. Alors justement, on parle de terrain. L'équipe de France de foot, vous n'aviez pas mâché vos mots après le mondial de 2010, parlant de caïd immature, en parlant des joueurs de foot. Est-ce que finalement rien n'a changé aujourd'hui ? J'ai l'impression que les phrases que j'avais prononcées, qui ont parfois été considérées comme un peu dures, se trouvent sans doute, ou moins en partie vérifiées. Bon, c'est désolant. C'est désolant d'abord parce que, faut dire que dans ce dernier match, l'équipe de France a vraiment mal joué. On peut perdre en jouant pas trop mal ou en ayant des lueurs en attaque ou en défense. Là, vraiment, l'électroencéphalogramme était plat. Mais là, je dirais que d'une certaine façon, Laurent Blanc a tenu son pari qui était d'amener l'équipe en quart de finale. La reconstruction méritera sans doute plus de temps, mais là où c'est inexcusable, c'est évidemment quand sur les injures, sur les disputes. Et là, il faut vraiment prendre de la maturité. Je suis d'accord avec ceux et celles qui ont dit, je pense à la ministre des Sports, Valérie Fournéron, ou à d'autres, qui ont dit qu'il faudrait sans doute procéder à l'exclusion des joueurs, quelle que soit par ailleurs leur qualité, des joueurs qui se comportaient mal, qui ne respectaient pas une certaine déontologie. Je suis aussi pour cette démarche. Et en tout cas, celles qui ont proposé qu'on ne donne pas les 140 000 € de prime aux joueurs. Rendez l'oseille, vous le dites. Oui, j'ai dit rendez l'oseille.
Rendez l'argent. Rendez l'argent. Roselyne Bachelot, on a un partenariat avec Orange et leur application qui s'appelle TV Check. Les internautes peuvent vous poser des questions. Alors, il y a beaucoup de questions autour de la gestion de la crise du virus H1N1. Je vous en cite une, notamment celle de Jimmy Lemarchand qui dit « Comment vous expliquez la mise sur le marché du vaccin en moins de 8 mois alors que les effets secondaires de ce vaccin ne sont vus qu'au bout de plusieurs années ?» Oui, parce que nous faisons cela tous les ans. Il y a en quelque sorte des maquettes de vaccins qui sont parfaitement, des supports de vaccins qui sont parfaitement identifiés. Et évidemment, comme le virus mute, chaque année, ou tous les 2 ans, s'il ne mute pas, ou tous les 3 ans, on met la souche incriminée dans, en quelque sorte, le support du vaccin. Mais le vaccin, lui, est tout à fait étudié. Évidemment, on met chaque année la souche qui est concernée. On ne va pas protéger les gens avec une souche qui n'est pas à l'origine de la grippe. Mais je comprends que ce sont des sujets techniques qui peuvent ne pas apparaître clairement à un public qui voit par ailleurs que des produits sont testés pendant des années. Ils sont effectivement testés pendant des années. Est-ce que cette gestion de cette crise du virus reste votre échec de communication? Moi, ce qui est important, c'est de dire que c'est un succès dans l'évaluation de ce qu'il faut faire. Et je dois dire que, tout bien considéré, je referai exactement la même chose. Quand on ne connaît pas un danger, on prend la précaution maximum. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est le b.a.-ba de la santé publique. Alors c'est vrai qu'on a été l'objet d'attaques à la fois de l'opposition qui s'en est saisie après avoir dit bien entendu qu'on n'en faisait pas assez. Je pense aux déclarations de M. Le Guen qui disait le gouvernement ne prend pas la mesure de l'épidémie. Ah mais il n'a pas été nommé ministre de la Santé, ça a dû vous réjouir. Je ne sais pas me réjouir, mais je pense que Mme Marisol Touraine s'en est méfiée. Je pense qu'elle a sans doute eu raison. Elle n'en a pas voulu comme ministre délégué à la Santé. Voilà, et puis les Verts trouvaient que je devais acheter des combinaisons, des scaphandres de protection et des lunettes de piscine pour protéger les personnes du virus H1N1. Heureusement qu'on n'a pas suivi M. Cochet. Vous le racontez dans votre livre, plein de prototypes. Voilà, ça fait rire. Ça fait rire. Non, une envoyée d'ailleurs spéciale de Carla Bruni, c'est ça. Je crois que c'est Fred Vargas, vous ne donnez pas son nom, mais qui vous a proposé une combinaison pour se protéger du virus. On va jeter, si vous voulez bien là-dessus, un voile pudique. Ah bon. Donc très bien, voilà, il faudra refaire la même chose, il faudra refaire les mêmes choses. Il y a une chose qui va nous aider, c'est que depuis ont été créées les agences régionales de santé et qu'à l'évidence, nous n'avions que l'organisation était préfectorale et que les préfets ne sont pas outillés pour gérer une grande crise sanitaire. La veille et la sécurité sanitaire seront de la responsabilité des agences régionales de santé, donc nous avons progressé. On parlait de votre avenir tout à l'heure, il paraît que vous allez devenir chroniqueuse télé, c'est vrai? J'ai certains projets professionnels, rien n'est fait. Y compris avec la chaîne Direct. J'ai de nombreuses propositions. Je vais peut-être venir vous faire concurrence. Donc vous confirmez. Rien n'est fait. Rien n'est fait. La concurrence sur les ondes de Roselyne Bachelot, peut-être sur les antennes de Direct 8 à la rentrée. Ou d'autres. Ou d'autres encore. Merci. Bonne chance dans vos nouveaux virages professionnels, Madame Bachelot, même si vous restez très ancrée dans la politique, on l'a compris. Merci, bonsoir à tous. Il y a 50 ans, le 5 juillet 1962, l'Algérie devenait indépendante. C'était un instant de bonheur de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme. C'était extraordinaire. Les leaders de la guerre racontent à Benjamin Stora et Jean-Michel Meurice comment leur vie a basculé. Nous imaginions que nous allions tous rentrer à Alger, la main dans la main. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé. Algérie, l'indépendance aux deux visages. Samedi à 22h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire.
Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsena.fr. Nicolas Canteloup, un ancien des Guignols, campe lui aussi, il y est toujours, enfin plus beaucoup, on a cru comprendre, ponctuellement, campe lui aussi un président qui parle d'autre chose quand on l'interroge, exemple au lendemain de la mort de Kadhafi et de la naissance de la petite Julia. Alors l'actualité, bien sûr, c'est la mort de Kadhafi. Monsieur Sarkozy, on a envie de vous entendre sur ce sujet. Vous savez, Mme Julie, M. Agas, je sais, cher Bulosa, c'est Joseph. Oui, ça Je va. crois que ce n'est pas le sujet qui passionne les Français, Ah bon Tripoli. Mais non, mais qui mieux que moi, que quiconque c'est ce qui intéresse les Français. C'est quoi le sujet qui passionne les Français? C'est pas Kadhafi, c'est pas les primaires socialistes. Ce qui passionne les Français, les Mulhousains, c'est quoi? C'est ce scandale des biberons au bisphénol. Oui, enfin bon, ça vous intéresse parce que vous êtes papa depuis 24 heures, monsieur Sarkozy. Pardon? Bah, Ça, c'est quand même extraordinaire. On donne à nos bébés des biberons radioactifs et tout le monde s'en fout, c'est ça. Alors, allons-y, tant qu'on y va, amenons nos enfants pataugés dans la piscine de Fukushima. Tant qu'on y est, faisons sécher nos bébés dans un micro-ondes. Tant qu'on leur les fixe à l'anthrax aussi, pourquoi pas. Bon, je vous laisse parce que j'ai d'autres priorités mondiales. Moi, il faut que j'aille finir d'installer la démocratie en Libye et il faut que j'aille faire chauffer les biberons du petit. Alors Bruno Gassiot, vous disiez, aujourd'hui, il y a de l'éditorialisation chez les humoristes. Alors la question, c'est est-ce que justement un Canteloup est dans le même registre que les Guignols aujourd'hui ou pas? Il a biberonné, donc de toute façon, il a été élevé Voilà, à ça. oui, puisqu'il a fait les voix des Guignols, il les fait encore ponctuellement. Donc oui, probablement. Ce qui est très difficile pour un caricaturiste, c'est de caricaturer une caricature. Sarkozy porte en lui sa propre caricature. Moi, je suis plus au Guignol et je suis très content de ne pas avoir à le traiter parce que je ne saurais pas comment faire. Ah bon? Mais oui, c'est très difficile. Il est déjà une caricature. Il est déjà. Il est transparent, ce type-là. Quand il veut faire président, en disant je vais prendre de la hauteur, ça se voit. Tout se voit. Et alors du coup, il le caricature en quoi? En caricaturant la caricature? Non, en fait. ils font de la périphérie. Ils D'accord. tournent autour du personnage, mais ils n'entrent pas dans le personnage. Et ça donc se la voit. caricature, c'est sur ses efforts, ses tentatives, sans rentrer à l'intérieur. Oui, c'est ça, on travaille en périphérie sur des blagues. Justement, je trouve que les humoristes, Brice, mettent à jour des problèmes et des questions que les journalistes ne soulèvent pas toujours. Mais qui sont Par exemple, sérieux. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit alors? Non, mais sur Superman, on Mais si, prenait là, les- on voit un personnage narcissique et manipulateur. Non, ce qu'on nous a montré là de Nicolas Sarkozy Mais n'est qui- pas du mais- tout du même registre que Jacques Chirac. Jacques Chirac, finalement, on nous dit c'est quelqu'un qui ment. Alors ça peut déplaire, puisqu'à chaque fois c'est la question de l'insincérité. C'est quelqu'un qui ment, mais finalement il affiche ses mensonges. Et là, il y a toujours cette fonction, je crois, de dévoilement. Mais on nous dit finalement Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un d'assez narcissique qui nous dit c'est grâce à moi, la Libye, etc., etc. Et puis le manipulateur, parce que vous l'avez dit vous-même, il ne répond pas à la question ou il répond à la question en reprenant quelque chose, en le déplaçant et en l'exagérant. Le coup des biberons, par exemple. Alors il va falloir qu'on mette du talc sur les fesses des enfants, etc., etc. Et il amplifie. Donc ça met en scène quelque chose qui est beaucoup moins sympathique, je pense, pour Nicolas Sarkozy que pour Ouais. Jacques Chirac. Mais Bruno Gassiot dit finalement on rentre plus à l'intérieur du personnage. Mais si, Vous pensez moi, je suis d'accord, on rentre moi, je crois que ce n'est pas, complètement dans ce- oui, ce n'est pas rentrer, j'ai l'impression, On à le l'intérieur traverse. ou pas. On le rentre pas C'est dedans, on le dévoiler traverse. quelque chose qu'on associe à ces personnages. C'est vrai que François Hollande était connu effectivement pour son humour, ses blagues. Et alors, ce qu'on a pu relever, c'est qu'au soir de sa victoire, eh bien, oups, les blagues revenaient, même lorsqu'il parlait de Nicolas Sarkozy. Alors certes, il était face à ses supporters, donc un peu en famille, mais ce discours était retransmis sur toutes les télés. On regarde. Elle sera âpre, cette campagne, parce que nous avons une droite et une extrême droite. Nous avons fini par les oublier, tant nous étions finalement les seuls à couvrir l'espace médiatique, au point qu'il va falloir se mettre maintenant à la diète. Moi, j'avais commencé depuis longtemps, vous me direz, mais enfin, sur un autre terrain. Mais il va falloir se mettre à la diète médiatique.
Parce que, d'abord, il va falloir reprendre nos forces. Et puis ensuite, parce que c'est le débat démocratique qui va trouver sa place. Et la droite, j'ai compris, avait déjà anticipé, puisque nous allons avoir le président de la République qui va s'exprimer dans quelques jours. Nous l'entendrons. Moi, j'ai même plaisir à l'entendre, tant il me paraît avoir disparu de la circulation. Alors il blague sur lui, il blague sur son régime, il est très applaudi. Et alors ça nous a rappelé quand même le François Hollande de 2007 qui à l'époque aussi attaquait Nicolas Sarkozy toujours sur le mode de l'humour. Alors on va comparer, y a-t-il des points communs, des différences? On regarde un extrait et là on a presque l'impression d'un one-man show. Depuis le 6 mai, il ne faut s'inquiéter de rien. Ayez confiance, j'ai changé. Hier j'étais la droite décomplexée. Aujourd'hui, je suis un président sans complexe. Je parle à tout le monde. Je vais dans les cantines.